Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont revirement, deuil et pistolet. Un projet de loi immigration dès juillet, annonce la Première ministre, elle qui avait repoussé le sujet à l'automne pour ne pas diviser le pays. Une précision sur la méthode et non pas un revirement, précise le gouvernement. L'agence France Presse et le journalisme en deuil. Arman Soldin, 32 ans, a succombé à une salve de roquettes russes alors qu'il couvrait la guerre en Ukraine. Et puis la réapparition improbable d'un vieux pistolet de Pinochet. L'arme du dictateur chilien avait disparu en 2014. Elle a été retrouvée en possession d'un ado de 15 ans lors d'une banale opération antidrogue. Les vraies voix Sud Radio. Ceci n'est pas un revirement, qu'on se le dise. La Première ministre demande au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de présenter dès le mois de juillet un projet de loi sur l'immigration en Conseil des ministres. La même Elisabeth Borne qui, il y a 2 semaines, annonçait repousser ce dossier à l'automne. Ça n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. Et finalement, ce sera dès le mois de juillet. Gérald Darmanin remporte les arbitrages internes, lui qui tient sa loi immigration. Évolution de calendrier justifiée tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à la sortie du Conseil des ministres. À l'heure où, par exemple, la droite parlementaire est en train de formuler ses premières propositions sur une loi immigration, eh bien, il est normal que nous puissions engager la discussion et l'échange avec eux. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet, à l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il est confié donc cette mission de chercher du consensus et de trouver du consensus dans les prochaines semaines pour que le projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration dans notre pays puisse être présenté dans les meilleures conditions à l'automne. Donc il y a une précision sur la méthode et le timing, mais aucun revirement. Voilà, une précision, pas un revirement. En tout cas, c'est désormais l'examen parlementaire donc de ce projet de loi immigration qui est prévu à l'automne et non plus la présentation en Conseil des ministres comme ça avait été annoncé il y a 2 semaines. Philippe Bilger, est-ce que le gouvernement sait encore où il habite sur ce sujet ? Mais j'allais me le demander parce que je ne suis pas loin d'admirer les louvoiements qu'il faut pour justifier toutes les incohérences. Là, il faut de l'art à 15 jours près. On avait une loi. Alors Quelle cacophonie depuis l'annonce des 100 jours sur ce dossier-là. Nous verrons quels sont les arbitrages rendus après une pseudo-concertation, on sait comment les choses se passent. Mais surtout, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale sur ce texte-là, puisqu'il y a une poussée, une charge venant de LR et de Ciotti sur ces sujets-là qui déposeront. LR déposera sa proposition de loi. Et il y a très certainement au bout du chemin 49-3. Alors il y a quand même un paradoxe qui ne vous échappera pas, mes chers amis, c'est que c'est un des sujets sur lesquels, contrairement à ce qu'a dit Madame Borne, qui veut organiser des débats sur les choses qui ne divisent personne, comme ça c'est des débats très cadrés, mais contrairement à ce qu'elle dit, c'est un sujet bien sûr où tout le monde n'est pas d'accord, mais où il y a quand même en France, dans la société, disons une majorité qui est plutôt d'accord sur ce qu'elle veut. Donc déjà, ça devrait être une base assez solide pour avancer. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que de leur considération pour revirer, comme nous l'a dit Félix, eh bien, il n'y a que des considérations politiques de leur majorité. Est-ce qu'il faut faire des risettes à la gauche, à la droite, au centre ? Mais est-ce que la France a besoin d'un projet de loi sur l'immigration ? Alors ça, c'est pas le sujet. Ouais, comme ça, c'est réglé. Allez, il était âgé de 32 ans, un journaliste de l'agence France Presse est mort hier en Ukraine. Arman Soldin donnait à voir au monde un conflit auquel il a lui-même succombé. Hier, le journaliste français d'origine bosnienne se trouvait avec des militaires ukrainiens près de Bakhmout, ville assiégée à l'est de l'Ukraine. Lors de l'attaque de roquettes russes, il s'est couché au sol pour tenter de se protéger, mais il a été mortellement touché. Les reporters des agences de presse avec leurs dépêches, leurs informations, leurs vidéos fournissent une matière première quotidienne à tous les grands médias. Phil Chetwynd et Fabrice Fries, directeurs des informations et PDG de l'agence France Presse, ont pris la parole tout à l'heure lors d'un hommage à Arman Soldin dans les locaux de l'agence France Presse. Même si on s'habitue à travailler dans des circonstances très difficiles, dans des guerres, dans des conflits, etc., quand ça arrive, c'est toujours très 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 choquant. Je pense que tout le monde est... C'était une journée très très dure pour nous hier. Une pensée particulière pour les équipes de Kiev, pour celles de Varsovie, pour celles de Londres, d'où venait Arman, pour tous les envoyés spéciaux qui sont allés sur le front depuis
depuis le début du conflit. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna rend hommage à Arman Soldin, saluant son courage, le travail des journalistes en Ukraine pour que nous connaissions la réalité des faits, dit-elle. Des hommages aussi du Premier ministre britannique ou encore du ministre ukrainien de la Culture. Un mot. Les journalistes s'auto-congratulent trop volontiers et tout à coup, la mort d'un journaliste, parce que c'est un métier qui peut être tragique, remet tout de même le réel au cœur de tout ça. Elisabeth Lévy. Oui, alors moi j'ai déjà couvert des conflits, notamment en Yougoslavie, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a souvent du danger dont on n'a absolument pas conscience. Il y a une sorte d'excitation quand on est sur un terrain comme ça, il ne faut pas le nier. Je veux dire, dans la guerre, en plus, les relations humaines sont très paroxystiques. Vous vivez toujours des choses que vous ne vivriez pas dans d'autres circonstances. Donc il ne faut pas croire que quand on y va simplement pour le grand sacrifice de l'information. On y va aussi parce que c'est passionnant, c'est excitant, on fait des rencontres, on voit des choses qu'on ne verrait pas, on touche à des choses qu'on ne verrait pas, et voilà, et oui, ça peut se terminer, mais de fait, on n'y pense pas forcément, même quand on entend les balles siffler. Hein. Olivier d'Artigol. Oui, cette ville où il a été atteint, c'est le hachoir à viande, tellement la guerre est violente là-bas. Et pour l'histoire personnelle, sa mère avait quitté Sarajevo pour retrouver la paix en France. C'est quelle ville où il est mort? Bakhmout. Et bien sûr, il faut parler de ces métiers-là, de journaliste. Surtout pour les images. Pour les images, pour les photos, pour l'ensemble des... C'est le 11e journaliste mort depuis le début du conflit. Juste je disais pour les images, parce qu'en réalité, quand vous écrivez, moi, quand j'étais sur ces terrains, c'est toujours pour écrire. Vous pouvez quand même... Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le front pour avoir l'image, justement. Vous pouvez rester à distance, on peut vous le raconter. Non, mais même sans rester à l'hôtel, vous n'êtes pas obligé d'aller là où c'est le plus dangereux. Quand vous écrivez, il faut être honnête. Mais quand vous faites des images, ces images que tout le monde veut voir, ou tout le monde veut qu'on lui amène la guerre chez lui, mais ces images, eh bien ça, c'est très dangereux. Parce que... et je dis une chose très courte, il y a eu un tweet très touchant du Stade Rennais, je l'ai appris, il a porté le maillot des jeunes du Stade Rennais en U13 et en U15. Ah. Il y a eu un très beau tweet du Stade Rennais, oui. Allez, et en fait, effectivement, il était en charge de centraliser les vidéos, très précisément pour l'agence France Presse. C'était sa mission. Et on termine par une étonnante histoire. Un adolescent de 15 ans arrêté au Chili en possession d'un vieux pistolet d'Augusto Pinochet. Oui, c'est assez improbable. La police a retrouvé l'arme gravée du nom du dictateur lors d'une opération antidrogue dans le sud du Chili. Elle était disparue en 2014, cette arme, dans la capitale, Santiago du Chili, à plus de 870 km de là, c'est déjà pas mal. Plus de 800 km de là, le pistolet de Pinochet était en possession d'un adolescent de 15 ans, figurez-vous. Alors pour échapper à la police, vendredi, il l'a jeté dans la cour d'une maison en même temps qu'un sac rempli de drogue. La police a donc récupéré cette arme historique et arrêté l'adolescent au passage pour possession illégale d'une arme à feu, tentative de meurtre. Alors maintenant, les procureurs chiliens enquêtent pour savoir si l'arme a été utilisée dans d'autres actes criminels depuis qu'elle a été volée, notamment après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux au Chili, une vidéo qui montre une fusillade dans laquelle le pistolet de Pinochet aurait été utilisé depuis qu'il a été volé en 2014. Incroyable. Vendu aux enchères, elle fera combien, Cécile? Ça, c'est dingue. Bonne question.